Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie qui est rentrée en France après 5 ans en Inde. Tu es avec moi pour partager un petit peu ton histoire et puis nous dire comment s'est passé ce retour en France après l'Inde. C'est un pays qui n'a pas du tout été abordé dans le podcast ni sur le blog. Donc ça va être intéressant, je pense, de recueillir un peu ton ressenti par rapport à tout l'aspect culturel. Mais peut-être il y aura plein d'autres choses que tu nous partageras. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver tous. Merci d'être avec nous encore une fois pour ce nouvel épisode de podcast. Je vous invite à laisser des commentaires, à soutenir le podcast comme vous le pouvez en partageant à vos amis et à laisser un petit like et un commentaire pour la personne interviewée. C'est toujours très apprécié. Avant de commencer, Marie, je vais te laisser en dire un petit peu plus sur toi. Et donc, dis-nous comment ton entourage pourrait te décrire. Alors moi, je suis une Limougeaude, Limousine, donc assez campagnarde. Et c'est vrai que dans mon entourage familial proche, je suis un peu celle qui est toujours en vadrouille, hein. C'est vrai que mon entourage proche est très ancré à leur terre et on va dire à l'histoire familiale. Et moi, assez jeune, j'avais envie de parcourir le monde et de voir comment ça pouvait être ailleurs et pas seulement en France, mais vraiment dans d'autres pays. Puis parce que j'ai été impliquée assez jeune aussi dans des comités de jumelage, donc j'avais l'habitude de voir des étrangers, d'être impliquée dans une dynamique de découverte et d'échange. Et c'est vrai que j'ai tout fait pour orienter ma carrière sur un aspect international, malgré le fait que c'était pas forcément compatible de premier abord, puisque j'ai choisi droit. Et c'est vrai, droit international, on peut se dire, c'est quand même assez limité en termes d'opportunités. Sauf que je me suis orientée vers le droit. J'ai trouvé mon master 2, qui était un master 2 en droit social, et j'adorais le droit social, et avec une spécialité en gestion des expatriés, droit social international. Donc j'ai foncé dedans parce que je me suis dit que c'était certainement l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger. Effectivement, j'ai pu partir 5 ans en Inde. Je pense que les personnes qui sont au jour d'aujourd'hui autour de moi savent très bien et voient très bien aussi dans mon quotidien que je suis plus vraiment française. J'ai pris beaucoup de choses, on va dire, de la culture indienne dans mon quotidien, que ce soit dans la cuisine, dans ma playlist qui est pleine de musique de Bollywood. Dans mon habillement aussi, j'ai beaucoup d'habits que j'ai fait faire sur mesure chez des tailleurs où j'ai choisi les tissus et j'ai fait faire les modèles, tu vois, comme on fait là-bas. J'ai aussi toute ma déco. Si tu viens chez moi, on pourra penser qu'on est un peu à Maison du Monde, mais là, c'est du vrai Maison du Monde, c'est-à-dire que c'est des pièces que j'ai chignées chez des brocanteurs, etc. Et puis des marques indiennes de déco et que j'ai réussi à ramener. Et donc tout ça fait que, voilà, moi, je vis toujours en anglais, je regarde toujours des films Bollywood et même 5 ans après, en fait, cette culture et cette expérience m'a beaucoup marquée, mais de toute façon, c'était ce que je recherchais à la base. Merci pour ces premiers mots. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Inde et pourquoi pas un autre pays? C'est quoi le déclencheur du départ? Alors moi, j'aime beaucoup dire que c'est pas moi qui ai choisi l'Inde, c'est l'Inde qui m'a choisi, dans le sens où je suis partie au départ en VIE. Donc c'est vrai que le VIE, je suis partie un peu la dernière année où c'était possible pour moi de décrocher un VIE. À l'époque, avec mon employeur, j'étais au départ en CDD avec eux, ils voulaient me prendre en CDI. Et je gérais la mobilité internationale et la gestion des expatriés. Et pour moi, c'était une évidence à un moment donné d'être moi-même expatriée, de savoir ce que les expats vivent au sens professionnel et personnel. Et j'avais peur de me laisser emporter par la vie et de jamais le faire. Et aussi, je me disais que le VIE était vraiment la porte d'entrée et la possibilité pour moi la plus simple de pouvoir déclencher cette opportunité. Donc, j'aurais pas laissé le choix. Je leur ai dit, je veux bien le CDI, mais en fait, je veux partir à l'étranger et je veux me confronter à une vraie claque interculturelle. Donc, je veux pas les États-Unis, je veux pas l'Europe, je veux vraiment un vrai pays où je suis secouée, il n'y a pas de problème. Et en fait, eux, ils ont réfléchi, ils ont mis quelques temps. Au départ, on avait parlé un peu de la Roumanie, mais ça n'a jamais abouti.
Et puis au final, il y a un vrai besoin qui a commencé à émerger sur l'Inde. Déjà parce que c'était une boîte noire au sein de l'organisation, mais aussi parce qu'il y avait un gros projet de digitalisation et ils savaient que s'il fallait embarquer l'Inde, il fallait que quelqu'un y aille. Et personne ne voulait y aller. Donc au final, ils ont eu une énorme confiance en moi pour me préparer et pour me proposer ce projet. Donc au départ, c'était un VIE pour un an. C'était très flexible dans le sens où si j'avais demandé à rentrer, ils m'auraient fait rentrer, hein. Sauf que ben, un an, c'était pas assez pour moi, donc j'ai prolongé pour une année supplémentaire. Puis au bout de 2 ans de VIE, je commençais à peine à avoir le plateau où je me sentais en confort dans cette expatriation, parce que l'Inde est quand même un pays où, je pense en échelle de temps, tu mets plus de temps à t'adapter que dans des pays peut-être européens ou anglophones, américains, canadiens, où la différence interculturelle est moindre, et donc peut-être que tu vois, la période d'intégration est peut-être plus simple et moins longue. Là, pour moi, honnêtement, il me fallait 2 ans. Donc, j'arrivais à peine au plateau du confort. Et j'étais là, mais j'ai pas envie d'entrer. Je veux rester un peu plus. Et donc, au final, j'ai négocié pour rester 3 ans supplémentaires. Jusqu'au moment où, bon, l'évidence de la vie, avec le décès de ma grand-mère, notamment, m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit qu'il était temps que je rentre et que je revienne aux sources. Après 5 ans d'expatriation en Inde, tu rentres, c'est l'aspect familial qui te fait rentrer. C'est l'aspect familial. Après, j'ai pas fait un retour direct, dans le sens où d'abord j'ai démissionné. Mais en Inde, en fait, je devais récupérer mon fonds de pension. Les démarches étaient assez complexes. Et puis, c'est vrai que j'étais un petit peu rincée de mon expérience indienne parce que ben, ça secoue beaucoup en termes d'identité, ce pays, parce que ça te fait poser beaucoup de questions sur la vie, la mort. Il y a une certaine spiritualité, il y a aussi la pauvreté au quotidien. Enfin, c'est quand même assez difficile. Et après aussi au niveau professionnel, j'étais partie pour un job et en réalité j'en ai eu deux. Et je travaillais beaucoup et j'avais aussi un peu cette frustration de me dire, j'ai fait partie de ce pays pendant 5 ans, mais je laisse aucune trace. Alors que j'aurais voulu m'engager dans des associations, aider ce pays au-delà de l'aspect, tu sais, purement pro. Et donc au final, j'ai décidé, après mon départ d'Atos, de me dire, je me prends une année supplémentaire. Je reste un petit peu en Inde, je profite du pays tel que j'ai envie d'en profiter et tel que j'ai jamais eu vraiment le temps d'en profiter. Donc, je me suis impliquée dans une association qui s'appelle Days for Girls, qui est pas seulement en Inde, elle est un peu partout dans le monde. Mais le principe, c'est que tu récupères des tissus, tu les couds et tu en fais des kits de protection périodique que tu vas distribuer dans les écoles. Et là, c'était dans les écoles au fin fond du Maharashtra où le sujet des règles pour les femmes est un sujet assez sensible, tu l'imagines bien. Et puis la difficulté d'hygiène aussi. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et j'en ai profité également pour passer des certifications américaines en ressources humaines. J'ai profité du pays à un rythme beaucoup plus, tu sais, cool et vraiment en touriste en réalité. Et je gérais mon fonds de pension. J'ai fait quelques mois comme ça, je suis rentrée pour Noël en France. Quand je suis revenue pour finaliser mon fonds de pension, ben, je me suis retrouvée bloquée par le Covid. Je devais rester 2 semaines pour finaliser mon fonds de pension. Au final, je suis restée 5 mois entre le mois de février et le mois de juillet 2020 dans le Covid, à Mumbai, hébergée par un ami américain qui heureusement avait un appartement assez grand, tu vois, on avait 150 mètres carrés à deux, ça allait. Mais voilà, il a été assez gentil pour m'héberger alors que c'était pas du tout prévu que je reste aussi longtemps. Et là, ouais, j'ai vécu un confinement complètement différent de ce qui a pu être en France, avec effectivement, je sortais tous les 10 jours pour faire mes courses. On avait des checks de température pour entrer dans les supermarchés. On n'avait pas le droit de se rassembler. Ils avaient même désossé les bancs pour éviter que les gens continuent à se rassembler, etc. C'était un confinement extrême. Et après, en fait, j'ai réussi à revenir en France. J'ai eu une période de choc parce que je suis revenue en Limousin et en Limousin, tout le monde se faisait la bise. Donc, ça m'a fait, j'ai dû me faire aider pour réintégrer le pays. Et après, effectivement, le retour a été très compliqué parce qu'il a été en période Covid. Donc, avec le confinement, effectivement, et tout ça. Donc, ça n'a pas été un confinement, enfin, un retour classique comme la plupart des expats peuvent vivre. Et ça a été plus sur la longueur et avec effectivement des challenges additionnels significatifs. On va y revenir, on va pouvoir creuser tout ça. J'ai deux questions qui me viennent sur encore l'Inde. Est-ce que tu avais déjà été en Inde avant de t'expatrier là-bas et dans quelle ville tu étais en Inde? Alors, j'avais jamais été en Inde. D'ailleurs, enfin, la première phrase que j'ai pensée quand je suis arrivée là-bas, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la chaleur, l'odeur, les bruits, la perte de repère totale. Et là, je me suis dit, mais t'es courageuse, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que tu as fait? Et donc, au départ, j'étais pas à Mumbai, j'étais à Pune.
qui est à 150 km de Mumbai, mais qui peut être, selon l'état du trafic, entre 5 heures et 7 heures de trajet, pour te donner une idée. Après mon atterrissage à Mumbai, j'ai dû aller à Pune. J'ai eu aussi, et c'est pour ça que j'ai eu cette question, c'est que je voyais les vaches qui traversaient l'autoroute, les chèvres, les personnes qui ne respectaient pas, tu sais, les lanes et qui conduisaient n'importe comment. J'ai eu l'impression que j'allais mourir 4 fois. Et c'est vrai que là, j'ai eu vraiment cette question, mais qu'est-ce que tu as fait? Et après, cette question est restée quand même un peu en arrière, tu vois, de mes pensées constamment pendant 6 mois. Je me suis beaucoup questionnée et je me suis dit, bon, ben, de toute façon, tu voulais voir et vivre cette expérience de manière significative pour devenir meilleur dans ton job et parce que c'était aussi une expérience de vie que tu voulais vivre, mais t'es servi, quoi. Et après, donc j'ai fait 2 ans à Pune, qui est quand même, c'est une grande ville, hein, c'est une grande ville indienne, mais il y a quand même peu d'expatriés. Et le cœur de vie des expatriés est dans un quartier un petit peu dédié qui s'appelle Koreagon Park. Moi, j'avais fait le choix de ne pas habiter là-bas parce que, à cause de la localisation de mon job, j'aurais eu trop de temps de trajet. Tu vois, j'aurais eu 2 heures aller, 2 heures retour. C'était pas envisageable pour moi. Donc, j'ai habité dans un quartier beaucoup plus local et où la première fois où je suis allée au marché, ça a été terrible parce que tout le monde voulait me prendre en photo et les gens sont arrivés sur moi, beaucoup de monde. Et c'est même en fait les personnes de la sécurité de mon immeuble qui sont venus m'aider pour éviter que les gens viennent trop sur moi parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir l'étranger dans cette localisation-là. Donc ça a été un peu compliqué honnêtement. Et après, au bout de 2 ans, mon papa a été un peu malade. Et c'est vrai que depuis Pune pour rentrer en France, c'était très compliqué à cause de ce problème de distance, pas géographique, mais temporelle en termes de temps de trajet pour arriver à l'aéroport. Et donc, j'ai demandé à bouger à Mumbai, au bureau de Mumbai. Et c'est vrai que mon employeur m'a accompagnée et a accepté. Donc, au final, j'ai fait 3 ans sur Mumbai. Merci pour le partage de cette expérience en Inde qui, je l'imagine, a dû te marquer toi en tant que femme, en tant que personne, et puis aussi dans ton expérience professionnelle où finalement, j'imagine que au niveau culturel, le travail, c'est quand même assez différent de ce qui se passe en France. Quand je suis arrivée, ils n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir une femme aussi jeune, moins de 30 ans, avec autant de responsabilités. Donc ça a été dur. Mon arrivée a été très mal communiquée aussi par mes employeurs, ce qui ne m'a pas facilité la tâche. Après, je pense que je suis plutôt très féministe de base. Et c'est vrai que forcément, j'étais un peu en conflit permanent sur certaines valeurs en vivant là-bas. Mais justement, je pense que ça m'a appris à peut-être être plus dans la compréhension, tu sais, à essayer de comprendre. Et pas forcément, je me suis toujours dit, je ne suis pas là pour changer les choses. Je suis là pour influencer, pour montrer qu'il y a peut-être une voie qui est différente. Et je voulais pouvoir montrer ça, mais aussi laisser le choix aux personnes de faire ce qu'elles ont envie de faire. Je pense que en soi, c'est juste qu'on vit tous chacun dans des prismes. Et des fois, voir que quelqu'un peut vivre un petit peu différemment, ça peut être de l'inspiration qu'on a besoin, mais il faut laisser les gens complètement libres de ce qu'ils veulent et surtout essayer de ne pas avoir de jugement. Donc, je posais toujours beaucoup de questions par rapport à ça. Après, dans ma vie au quotidien en tant que femme, c'était compliqué parce que j'étais célibataire, je suis partie célibataire, je suis restée célibataire quand j'étais sur place. Donc, par contre, j'avais une bague pour dire que j'étais mariée et puis pour éviter certaines questions parce que c'est vrai que très spontanément, quand tu prends le taxi, quand tu rencontres des gens, la première question là-bas, c'est est-ce que tu es mariée? Il y a quand même une fois où, au départ, je voulais pas mettre cette bague parce que j'étais là, mais je ne veux pas mentir et je ne veux pas me mentir à moi-même quelque part. Et à une fois, j'ai eu une interaction qui m'a beaucoup touchée et je me suis dit, il faut que je me protège par rapport à ça parce que je peux pas le gérer constamment. En fait, il y a un chauffeur taxi qui m'a dit, mais t'as 28 ans, t'es pas marié, t'as un problème physique ou t'as un problème psychologique pour être toujours pas marié? Sur le coup, j'ai géré, mais après, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup plus touchée que ce que je voulais le prétendre. De manière normale, je peux le gérer, mais quand c'est, tu sais, quelque chose qui vient constamment, et surtout quand des fois ça arrive à des moments où tu es un peu plus bas dans ton énergie, etc., tu n'es pas forcément en mesure de gérer, et c'est là où ça te touche le plus. Donc j'ai pris un peu cette protection de prendre cette bague pour dire que j'étais mariée. Puis quand on me posait des questions, je disais que mon mari était en déplacement et qu'il allait rentrer. Et c'est vrai qu'après, tu vois, je n'ai pas eu ce genre de réflexion a posteriori à partir du moment où j'avais pris cette dynamique de protection. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu es rentrée
dans un contexte, donc ton contrat s'est arrêté, tu as voulu rester sur le territoire pour explorer, voir un petit peu ce qui se passait en Inde, etc., parce que tu n'avais pas forcément eu le temps pendant ton expérience. C'est présenté le Covid, tu as fait le confinement là-bas et ensuite tu es rentré en France. Oui. Est-ce que tu veux un peu nous dire comment t'appréhendais un peu de te dire bah ok je suis en Inde, je vais rentrer en France. Est-ce que tu avais des inquiétudes? Est-ce que tu es rentré en mode je suis confiante, j'y vais? C'était un peu quoi le sentiment que tu avais à ce moment-là, si tu te souviens? Alors après, tu sais, j'ai toujours quelque part un peu un prisme professionnel puisque les expats, c'est mon métier. Donc, je connais très bien de manière théorique, tu sais, les courbes de l'expat, qu'est-ce qui se passe à l'aller, qu'est-ce qui se passe au retour. Donc, j'avais un peu une petite idée. Et justement, pour moi, cette idée au départ de me dire, je rentre pas de suite dans un nouveau job et je prends un peu le temps d'explorer, de clôturer ce chapitre avec l'Inde de la manière dont je le souhaitais, dont je l'avais besoin avant de rentrer. Je trouvais que c'était une bonne manière d'approcher les choses pour me permettre, tu vois, de revenir en douceur. Sauf que le Covid n'a pas été doux du tout et que je me suis retrouvée concrètement à vouloir construire un futur en France en étant bloquée sur un territoire sur lequel je n'avais aucune visibilité à savoir quand est-ce que j'allais pouvoir en partir. Donc ça, c'était extrêmement compliqué pour moi. Je me sentais aussi en décalage avec ce qui se passait en France. J'avais du mal, tu vois, par exemple, avec ma famille, à expliquer vraiment quel était mon quotidien en confinement en Inde. Déjà, quand on est en expat, c'est compliqué. Mais quand on vit un confinement, tu vois, à l'autre bout de la planète et que la France a repris son rythme normal, sa vie normale, et toi, tu es toujours dans un rythme un peu hors norme, on va dire. C'était assez compliqué. Et après, c'est surtout la recherche d'emploi qui a été complexifiée du fait que je suis dans l'international. Je suis revenue en France après un post-Covid où les choses n'étaient pas encore revenues vraiment à la normale en termes de business international. Donc, il n'y avait pas d'opportunité. Ou du moins très, très peu. Et j'avais la frustration de postuler, d'être toujours final round et d'être jamais celle prise. Donc ça a été un petit peu difficile, mais je pense que c'est la réalité de beaucoup d'expats, hein. Le choix du timing, des fois, peut être assez critique. Moi, c'est la leçon que j'en ai retenue, hein. Oui, et après, peut-être toi, dans ta situation, c'était aussi peut-être souvent la réalité de trouver des emplois que tu aurais aimé, mais sans doute à Paris, j'imagine. Après, moi, la chance que j'ai, c'est que je suis dans un emploi de niche et même, tu vois, de manière habituelle, on n'a jamais de problème à trouver de travail dans ma spécialité parce que justement, au contraire, on n'est pas assez d'experts avec cette spécialité. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont en télétravail et n'ont pas du mal à négocier le télétravail dans ma niche. Et c'est justement ça, tu vois, qui m'a un peu choquée parce que dans toute ma carrière, j'ai jamais eu aucun souci pour trouver un job. Mais c'est vrai que là, en cette période post-Covid, ça a été compliqué. Et c'était d'autant plus compliqué qu'à un moment donné, je postulais depuis l'Inde quand j'étais en confinement sans savoir quand est-ce que j'allais pouvoir rentrer. Et après, c'est vrai que il a fallu aussi expliquer l'expérience indienne, l'expérience professionnelle, parce que certains recruteurs ont vraiment une courte vue par rapport à ça. On en a déjà parlé toutes les deux, mais c'est vrai que je suis pas forcément sûre qu'ils reconnaissent pleinement la valeur ajoutée d'une expérience à l'étranger. Donc, peut-être si je résume, les inquiétudes, elles étaient plutôt au niveau du timing, le fait d'être coincé en Inde et de pas savoir quand est-ce que tu rentres. L'aspect emploi, parce que ça avait ses limites et on était en plein confinement, donc forcément la partie internationale, ben, un peu à l'arrêt. Cet aspect culturel. Ouais, et puis je pense que l'aspect logistique, vu que tout était soumis à Covid, tu vois, ça l'a mis un peu de côté. Donc au final, j'ai envoyé mes affaires une fois que j'ai réussi à pouvoir quitter le territoire. Donc en fait, j'ai fait mon déménagement, je crois que c'était la veille de mon départ. Par contre, la chance inouïe que j'ai eue, c'est que ils étaient en train de mettre le dernier carton dans l'ascenseur quand mon immeuble a été mis en confinement parce qu'ils avaient découvert un cas de Covid, parce que là-bas en Inde, c'était radical. On avait une personne qui avait eu le Covid dans l'immeuble. Tout l'immeuble était mis en confinement pendant 15 jours avec personne qui n'avait l'autorisation de sortir. Donc j'ai réussi à envoyer toutes mes affaires et que les déménageurs partent. Et après, j'ai dû négocier une exception pour être autorisée à quitter l'immeuble pour pouvoir prendre mon avion. Mais bon, ils se débarrassaient de moi, donc ça n'a pas non plus été hyper compliqué à obtenir. Et par contre, pour mon déménagement, à cause du Covid, à cause aussi
du fait que mon shipment a été bloqué à un moment donné sur la crise des conteneurs. J'ai récupéré mon conteneur, donc je l'ai envoyé au mois de juillet 2020, je l'ai récupéré en février 2022. Et donc, dans tout ça, dis-nous un peu concrètement comment tu gères ton installation en France. T'arrives où? Tu vas où? Tu fais quoi? Au départ, je suis allée chez mes parents de manière assez spontanée, d'autant plus que j'avais pas d'opportunité effectivement sur Paris ou ailleurs, et puis ça faisait sens pour moi de revenir à mes racines. Et puis c'est vrai que j'étais partie avec mes bagages et puis, tous mes meubles étaient dans le conteneur, donc voilà. Et après, par la force des choses, à cause des couvre-feux, etc., additionnels qu'il y a eu fin 2020, début 2021, j'ai pas forcément bougé, puis j'avais pas non plus de contrat, j'avais rien pour m'aider pour rechercher un logement et avoir une base solide. Donc, je suis restée chez eux quasiment jusqu'à fin 2021. Mais c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de revenir dans le cocon familial, qui est toujours rassurant. Par contre, c'est vrai que en termes de interaction sociale hors de ma cellule familiale, à cause du Covid, des restrictions, etc., j'ai commencé, on va dire, à reprendre clairement pied avec mon entourage, on va dire, amical que mi-2021. Donc quasiment un an, en fait, après mon retour. Et c'est là où, par contre, ça a été très difficile parce que moi, j'étais encore en train de gérer tout ce changement et tout ce retour. Pour mon entourage amical, pour eux, ça faisait un an que j'étais rentrée. Est-ce que tu dirais que la partie la plus difficile de ton retour, c'est la partie un peu gestion culturelle, de la différence culturelle entre les deux pays? Et si c'est ça, comment t'as fait pour surmonter ça? Alors, je pense que selon où on rentre, la difficulté n'est pas la même. Dans le sens où quand tu vas à Paris, tu as l'habitude de voir des étrangers, tu as l'habitude d'être en interaction avec la différence. Moi, à Limoges, beaucoup moins. J'ai eu beaucoup de questions qui, des fois, m'ont énormément gênée, en toute objectivité, sur le fait que les Indiens puaient. Enfin, j'ai eu des questions qui m'ont vraiment énormément choquée, proche ouais, du racisme. Et là, à nouveau, j'ai eu un peu cette même réflexion. Je peux le gérer, mais en même temps, quand c'est trop récurrent, c'est difficile pour moi de le gérer. Donc, des fois, quand je rencontre de nouvelles personnes, je peux être amenée à parler de l'Inde, mais je le fais que quand je sens que je suis en mesure de gérer la conne humaine, on va dire, dans toute objectivité. Et sinon, si je sens que je ne suis pas en mesure, j'en parle pas. Et après, mon premier réflexe, c'est j'ai pris contact avec des étrangers à Limoges. Et je me suis mis en interaction avec, on a beaucoup d'anglais, avec des Ukrainiens aussi, Marocains, etc. Et j'essaye d'aller régulièrement, une fois par mois, dans un bar. Il y a une rencontre entre tous les étrangers de Limoges et on parle n'importe quelle langue. Et donc, j'y vais de manière assez régulière et ça me fait du bien. Merci. Donc là, ça fait 5 ans que tu es rentrée. Comment tu te sens 5 ans après et quel regard tu portes sur cette période du retour? Mon retour a été très particulier du par le contexte. Je pense que forcément à cause de ça, la période a été beaucoup plus longue que ce que j'aurais anticipé. Je pense que tu vois, jusqu'en fin 2022, j'étais encore en intégration du retour et en ajustement pour arriver à trouver mes marques et à comment le gérer. Là, j'arrive à trouver mon équilibre. En plus, avec mon activité de conseil en indépendant, j'ai réussi à faire quelque chose que j'avais beaucoup manifesté quand je suis rentrée en Inde. Quand je suis rentrée d'Inde, je me suis dit, il faut que je rentre, mais en même temps, j'ai pas envie de couper le lien avec ce pays. C'est mon deuxième pays pour moi dans mon cœur. Et en fait, avec mon activité d'indépendante au jour d'aujourd'hui, j'y vais au moins une fois par an, voire même deux fois. Et donc, je garde toujours le lien avec l'Inde et c'est ça qui est génial hein, quand tu arrives toujours à pouvoir avoir cette petite partie dans ton cœur qui est toujours ouverte et qui grandit toujours. Quand je vais là-bas, je retrouve mes amis, mes repères et ça, c'est génial. Et puis, c'est avec mes amis indiens, ce qui est génial, c'est que c'est comme si j'étais jamais partie, même si des fois, on s'écrit pas pendant des mois et c'est juste dans la perspective de mon retour qu'on reprend un petit peu contact, mais ils sont très attachants par rapport à ça. Et après, c'est vrai que je me demande si un jour j'y retournerai pas, tu vois. C'est pas forcément le moment. Là, je suis dans un chapitre de ma vie où j'ai perdu ma maman, donc je m'occupe de mon papa et c'est un moment où je dois être en France. J'ai des choses à faire en France, mais la vie est assez belle pour se dire que peut-être éventuellement un jour j'y retournerai. Je suis pas forcément sûre que ce soit un hasard que l'Inde m'ait choisi et c'est pour ça que je suis pas forcément persuadée que je n'y retournerai jamais en tant qu'expatriée. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand j'y retourne, du fait que j'y retourne pour des business trips qui sont souvent un peu aussi du tourisme et du plaisir en reprenant contact avec tout le monde, j'ai cette position un peu bizarre où je suis pas expat, mais je suis pas touriste non plus. Et ça, c'est des fois, c'est une position
Au départ, j'ai eu du mal à l'accepter. J'ai eu du mal à comprendre ce changement d'identité pour moi et de positionnement que le retour avait engendré. Est-ce que tu as été accompagnée ou est-ce que tu es encore accompagnée justement pour gérer ça au niveau émotionnel ou psychologique? C'est un peu mon appartenance, mon identité, où je me situe entre ces deux pays, etc. Je l'ai fait de manière indirecte. Je l'ai pas forcément fait de suite, mais je l'ai fait de manière indirecte parce que j'ai fait de l'EMDR suite au décès de ma maman. Donc, l'EMDR, on ne traite pas forcément que le trauma, on fait aussi le point sur sa vie. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans l'exercice. Et c'est vrai qu'on avait un exercice où on devait identifier, tu sais, les 5 moments les plus durs de sa vie, mais les 5 moments les plus beaux. Et pour moi, l'Inde était dans les moments les plus beaux. Mais j'ai jamais quantifié le retour de l'Inde comme le moment le plus difficile. Donc c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que j'avais quand même bien avancé, tu vois, sur ma dynamique de retour. Et c'est vrai que sur cet aspect de gestion psy, je me suis jamais fait accompagner stricto sensu parce que je me suis jamais sentie en souffrance. Je me suis juste dit qu'il fallait que je me laisse le temps de pouvoir gérer le changement et que des fois, il y a des moments qui sont inconfortables et il faut les accepter et les accueillir. Tu vois, ce que j'essaye de faire à chaque nouveau voyage en Inde, j'essaye de réfléchir et de voir comment j'évolue par rapport à cette approche-là et ce sentiment et cette émotion. Et la dernière fois, lors de mon dernier voyage, je n'ai pas du tout eu une émotion par rapport à ça, ni même la pensée. Donc je pense que j'ai bien avancé. Je pense que c'était surtout le premier voyage qui a été le plus dur où j'ai dû me dire, bon, ben là, t'es plus expat, Mm. t'es pas touriste, mais c'est ce petit truc entre les deux qui fait que t'es encore plus différent que juste d'être un expatrié française en Inde. C'est un sujet qui revient souvent, qui est revenu souvent dans certaines rencontres que j'ai fait. Tu sais que j'organise occasionnellement et c'est l'occasion de rencontrer la communauté et notamment les personnes que j'ai accompagnées. Et on a déjà abordé le sujet de... Donc une fois que tu rentres en France, ben, le premier voyage que tu refais dans ton pays d'accueil, il y a des personnes qui exprimaient que, en fait, elles avaient tout de suite eu le sentiment que elles avaient bien fait de rentrer, qu'elles étaient bien chez elles en France. Et souvent, en fait, ce voyage-là, il vient un peu confirmer ben, je suis bien où je suis. Donc c'était assez intéressant et c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que toi, finalement, dans ce voyage-là, c'est venu questionner justement le positionnement et quel rapport j'ai avec ce pays-là, quoi. J'ai dû accepter que je devais changer d'identité. Mais à côté de ça, pour moi, ça a toujours été une évidence que j'ai besoin au moins une fois par an d'aller en Inde et d'y rester au moins 2 semaines. Quand je peux même y rester 3 semaines, je suis juste ravie. Et c'est surtout, tu vois, c'est un pays avec une énergie. Ouais, il y a une énergie vraiment très particulière. Et c'est vrai que peut-être, de par mon expérience particulière, en plus j'étais seule, mais je me suis vraiment complètement immergée dans les locaux. J'ai pas été dans une bulle expat, comme des fois dans ces pays un peu difficiles, certains expatriés peuvent vivre. Moi, j'étais beaucoup plus tous les soirs, j'allais au bar avec mes collègues indiens et donc j'étais vraiment immergée. J'allais au marché, bon, je mangeais à la cantine d'Athos tous les midis et en fait, je mangeais comme les Indiens parce que c'était pas possible qu'ils me fassent, on va dire, moins spicy. Donc à un moment donné, j'ai été obligée de m'ajuster. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à manger medium spicy, ce que la plupart des expats n'arrivent pas forcément. Je l'ai un peu subi, je t'avoue, pendant 6 mois, mon corps a dû s'ajuster à ça. Et ouais, pour moi, l'Inde, c'était pas forcément que un chapitre stricto sensu, où des fois, tu sais, le premier voyage, ça peut être la clôture de ce chapitre. Pour moi, c'était juste la transformation en quelque chose d'autre et l'acceptation que, bon, je ne suis plus expat, mais définitivement, je ne serai plus jamais touriste et que j'ai un lien très particulier avec ce pays et que je le chéris. Ouais, et c'est intéressant aussi de le vivre en étant acteur, de se dire, ben, en fait, comment je veux garder ce lien avec mon pays d'accueil. Et en fait, on fait vraiment tout ce qu'on a envie. On peut couper les ponts avec son pays d'accueil, on peut y aller tous les ans si on veut, on peut garder contact avec ses amis du pays d'accueil, on peut inviter chez soi les gens du pays d'accueil. Enfin, il y a 36 000 façons de faire et chacun va faire à sa façon. Et quand on rentre avec des enfants, et encore plus quand ils sont nés là-bas, ils ont eux aussi un lien qui est propre à eux aussi. On l'a déjà abordé dans le témoignage notamment de Johanna, bah, qui rentre avec ses enfants du Canada. Les petites, elles sont pas nées au Canada, mais elles ont vécu une partie de leur enfance au Canada. Et en fait, aujourd'hui, ils sont rentrés en France, mais ils ont vraiment un lien très très fort, les filles, avec ce territoire-là, quoi. Pour certains, en tout cas, si vous nous écoutez, organiser un voyage de retour au pays, ça peut parfois
aider et puis voilà, tout simplement être acteur de qu'est-ce que j'ai envie de pour la suite, comment j'ai envie de nourrir ce lien ou pas d'ailleurs. Et par contre, se laisser un petit peu de temps entre l'installation en France et le nouveau. Ouais, pas forcément revenir tout de suite. Si c'est trop proche, je suis pas sûre que ça soit pas complètement adéquat. Par contre, moi, j'ai aussi trouvé un moyen de garder un lien, c'est que au jour d'aujourd'hui, 40% de mon business en termes de chiffre d'affaires, c'est lié à l'Inde. Et en fait, j'accompagne beaucoup les sociétés françaises qui veulent ouvrir des entités, envoyer des salariés expatriés en Inde. Et en fait, j'ai utilisé ouais, le fait d'avoir été en Inde et de pouvoir faire cette connexion entre la partie Inde et France comme un atout et comme un différenciateur dans mon profil. Et je pense que beaucoup d'expatriés peuvent faire ça parce qu'on commence quand même à avoir une certaine reconnaissance que on va dire, l'interculturel joue beaucoup. Le fait d'avoir eu cette expérience et de pouvoir faire le lien entre deux cultures, c'est quelque chose pour moi qui peut être mis en avant et qui peut créer des opportunités pro énormes. Et à ce moment-là, on a l'opportunité de pouvoir continuer à avoir ce lien particulier avec le pays tout en étant de retour à la maison. Et j'ai une question qui me vient. Tu sais, tout à l'heure, au tout début, quand je t'ai demandé, c'était quoi les motivations de retour? Donc, tu as dit l'aspect familial. Est-ce Hmm. que du coup, ce que tu as retrouvé en France au niveau familial, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais et c'est ce que tu projetais ou pas? Ou comment, ouais, si tu veux nous parler peut-être de ton aspect familial aujourd'hui. Alors moi, pendant mes 5 ans en expatriation, il n'y a que mon frère et mes nièces qui sont venus me voir. D'ailleurs, on a fait un Noël Goa Christmas, puisqu'on était à Goa. Donc avec les coconuts, les palmiers, les Indiens déguisés en Père Noël. Et on a fait l'ouverture des cadeaux au pied des palmiers. C'était quand même assez marrant. Donc ils sont venus me voir. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient venus, ça crée une certaine connexion. Et aujourd'hui encore, on parle de certains souvenirs, de certaines choses qui nous sont arrivées, des aventures qu'on a eues quand ils sont venus pendant ces 3 semaines-là. Et c'est vrai que c'est une connexion que je n'ai pas avec les autres personnes de ma famille qui ne sont pas venues me voir. Je sais que par exemple pour ma maman, pour elle, ça a toujours été un regret de ne pas être venue me voir. Elle aurait aimé venir. Après, il y avait ma grand-mère à l'époque qui était malade et c'était pas forcément possible pour elle de faire. Voilà. Ce que j'ai toujours fait, c'est avant mon départ en Inde, j'ai créé un groupe WhatsApp familial à l'époque, hein, 2015, ça se faisait pas forcément trop. Mais j'avais créé un groupe et régulièrement, tu vois, j'envoyais des photos, je racontais un peu mon quotidien, etc. pour essayer de les embarquer un peu. Je pense que ça a beaucoup aidé. Après, dans ma famille, je suis désormais cataloguée comme l'indienne qui met, si elle fait la soupe, elle met trop de masala dans la soupe, c'est un peu spicy, il faut faire attention. Le fait que j'adore la mangue aussi, il y a certaines petites choses différenciateurs. Et puis, ce que je trouve génial, par exemple, c'est que mes nièces, elles écoutent encore des musiques Bollywood. Elles ont dans leur playlist des musiques Bollywood qui les ont marquées quand elles sont venues. Et donc, je pense que j'ai donné une dimension internationale à ma famille assez significative. Par contre, ils n'ont pas forcément la compréhension totale, mais j'ai aussi de l'empathie par rapport à ça parce que je pense qu'ils sont dans leur bulle limousine et c'est difficile pour eux de réaliser comment le monde peut être différent ailleurs. Donc, c'est vrai que des fois, on est un peu frustré de se sentir un peu incompris. Il y a des gens qui cherchent pas à comprendre, mais il y a des gens aussi qui sont juste pris dans la bulle et pour qui c'est difficile de comprendre. Je pense que je suis arrivée à cette compréhension-là. Est-ce que tu arrives à voir ta famille régulièrement comme tu le souhaites? Oui, bah, c'est pour ça que je suis restée à Limoges, hein. Je fais pas le repas de famille tous les dimanches non plus, mais par exemple, je mange quasiment 2 fois par semaine avec mon papa. Et sachant que ma maman est partie, de toute façon, je pense que si j'avais été encore en expat et que ma maman était partie, je serais rentrée malgré tout, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, cette proximité et de me dire que je suis dans un chapitre de vie où je dois être ici en Limousin pour être proche des miens tant qu'ils sont là, je l'accepte totalement et je le vis pas du tout comme un sacrifice. J'ai vécu un superbe chapitre avec l'Inde que peut-être je rouvrirai ultérieurement. Est-ce que tu verrais partir ailleurs, à l'étranger, ou c'est l'Inde ou la France? Avec mon boulot, par exemple, là, tu vois, au mois de juillet, je suis partie quasiment 2 semaines en Indonésie. J'ai une chance inouïe, c'est que je peux découvrir de nouveaux pays, je peux faire beaucoup de découvertes. Et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante et ça nourrit ma soif de découverte, on va dire, tu sais, et de côté un peu aventure. Mais je pense que si je devais repartir en expatriation, ça serait dans un nouveau, ouais. J'ai un appel. Écoute, je suis jamais allée en Inde, j'aimerais beaucoup aller en Inde, mais écoute, j'ai jamais fait le pas. Ça attise ma curiosité, peut-être que je le ferai un jour, je sais pas du tout, mais Je pense que l'Inde, faut pas se forcer à y aller. C'est quand même un pays très très difficile et il faut être prêt à voir la beauté comme aussi les aspects très très durs. Donc moi par exemple, je n'ai jamais forcé mon entourage familial ou amical à venir me voir.
Je voulais qu'ils le viennent spontanément, mais aussi en pleine conscience. C'est-à-dire que je les ai toujours bien préparés à ce qu'ils allaient voir. Malgré tout, j'ai eu une ou deux personnes pour qui l'expérience a été difficile, et notamment une personne où à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la remets dans l'avion pour qu'elle rentre parce qu'elle n'est pas en mesure de gérer le pays? Et elle se fait du mal à elle-même, mais elle fait aussi du mal à son entourage. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a une cellule de soutien psychologique à l'ambassade là-bas. On connaît tous, quand on est expat en Inde, on connaît tous des personnes des expatriés qui du jour au lendemain vrillent complètement et décident de repartir. Et là, c'est pas un retour pensé sur 3, 4 mois comme la plupart des expatriés font. C'est juste à un moment donné, tu ne supportes plus le pays. D'un seul coup, tu as une bascule et tu supportes plus le pays et tu rentres. Donc voilà. Moi, je pense que il faut être prêt à tout ça et savoir aussi qu'effectivement, ça va amener à beaucoup de questions sur sa propre identité, sur pourquoi on est là sur Terre, à quoi on sert et comment ça se fait qu'on a eu cette chance d'avoir gagné au loto, d'être né de ce côté-là, on va dire de la planète, et qu'à côté de ça, la réalité pour d'autres personnes est beaucoup plus dure. Mais après, ça fait prendre perspective, ça fait grandir. Est-ce que tu voudrais ajouter un mot sur le sujet du retour en France? Moi, je pense qu'il faut accepter le fait que quand on rentre, on n'est plus comme avant et on sera jamais comme avant. Et pour moi, je cherche pas à me réintégrer dans le sens où je veux garder cette expérience et tout ce qu'elle m'a apporté. Et je veux même la chérir. Et j'ai pas envie de changer par rapport à ça pour correspondre à un mot. J'ai cette pensée depuis les 2 dernières années. Tu vois, je l'ai pas forcément eu spontanément. Je trouve que des fois en France, on cherche trop à nous mettre dans des moules, dans des cases, etc. Et c'est vrai que peut-être que des fois, par facilité, on se dit, on va essayer de re-rentrer dans la case, mais est-ce qu'on peut vraiment re-rentrer dans la case? Je suis pas forcément sûre. C'est des bons sujets dans le sens où, de toute façon, on évolue tellement. Donc, qu'on soit en France ou à l'étranger, on évolue de toute façon tous. Mais c'est vrai que nos histoires, nos expériences de vie, elles vont nous impacter. Nos choix de vie aussi nous impactent. Enfin, en tout cas, peuvent Mhm. avoir un impact. Et aussi, peut-être qu'on est là aussi pour partager ce qu'on a vécu et montrer que les choses peuvent être différentes. Et justement, distiller et inspirer au changement. Eh ben, en tout cas, merci de ton témoignage. J'espère que voilà, ce témoignage parlera à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont sur le point peut-être de rentrer ou sont en pleine préparation ou sont déjà rentrés, parce que des fois je reçois des messages aussi de personnes qui me disent si j'avais trouvé le podcast au moment de rentrer, j'aurais été très contente. Bah oui. En tout cas, ici, chez Voyage Emploi Retour en France, on fait le maximum pour vous aider dans vos démarches professionnelles, personnelles, dans votre préparation globale de retour. Donc moi, je serais ravie de pouvoir vous aider, ceux qui ont besoin, ceux qui ont des questions, ceux qui ont envie de se préparer. Et ben voilà, vous savez que vous pouvez trouver pas mal d'informations dans le podcast et puis aussi voilà, sur le site internet, sur le blog, vous avez une centaine d'articles, dont un a été rédigé par Marie sur le régime d'impatriation. Donc, toutes les ressources sont à disposition. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre le kit du retour en France, qui est le programme, la formule qui vous aide à vous préparer de façon globale pour atterrir sereinement en France après vos années d'expatriation. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont existantes. Moi, je suis ravie d'être tombée sur toi et qu'on ait eu ces interactions et qu'on ait pu notamment faire ce webinaire ensemble sur le retour en France parce qu'on est hyper complémentaires. Et je suis ravie de me dire qu'il y a des personnes comme toi qui se dédient à aider les personnes au retour parce que je pense qu'il y aurait énormément besoin. Mais je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'être accompagnées par le retour parce que c'est pas juste rentrer à la maison. En fait, moi, ce que je vois et ce qui ressort souvent ce que les gens ont aimé, c'est le soutien de la communauté, parce qu'en fait, on n'est plus seul, on se retrouve vraiment à se dire, bah, en fait, j'ai un relais si j'ai besoin, je suis plus seule dans mes démarches, dans ma préparation, parce que je sais que j'ai un soutien, bah, de moi, de professionnels, mais aussi d'autres personnes qui préparent leur retour, et ça, je sais que c'est très, très apprécié, quoi. Ouais, et puis chacun on a des problématiques un petit peu différentes. Ça peut être recherche d'emploi, la fiscalité, négocier avec son nouvel employeur, définir aussi quel est le meilleur endroit pour rentrer, parce que des fois, revenir aux sources, c'est pas forcément de manière absolue revenir de là où on est parti. C'est peut-être en profiter pour trouver un autre endroit pour s'épanouir aussi. Enfin, c'est vrai qu'au final, le retour, ça amène à beaucoup de questions sur tellement de sujets, tellement de domaines. Il faut se laisser le temps aussi de mûrir tout ça et d'être stratégique. Si on s'y prend 2 mois avant, c'est compliqué, quoi.
Ouais, ben, c'est pour ça que moi, souvent, je recommande quand même une année à l'avance quand on rentre en famille. Ben, c'est quand même se laisser le temps de faire mûrir le projet. Et tu le dis très bien, hein, en fait, le retour en France, il y a tellement d'aspects à penser. En fait, que ce soit pour moi, le conjoint, il a aussi ses aspects à gérer. Les enfants, ils ont aussi leurs particularités. Comme tu dis, est-ce que je rentre là où j'ai grandi? Mais peut-être que en fait on vient tous les deux de territoires différents, donc est-ce qu'on choisit le territoire de monsieur ou de madame ou Et donc puis des fois, on rentre avec un conjoint qui a une autre nationalité, il faut aussi ouais. l'embarquer dans le projet et s'assimiler en France. Ça ne sera pas forcément simple pour le ou la conjointe, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi des personnes, des fois, qui rentrent ou qui, effectivement, ont fait leur famille à l'étranger et les enfants n'ont jamais vécu en France. On peut prendre pied avec le rythme scolaire français, les approches françaises, etc. C'est pas si simple que ça. Et vous êtes souvent à me le dire quand vous me sollicitez. J'ai une situation particulière. Bon, sachez que toutes les personnes qui me sollicitent ont une situation particulière, donc je gère très bien les situations particulières maintenant, parce que ça fait 5 ans que je fais ça. Mais c'est aussi ça la richesse de mon travail, c'est que toutes les situations en fait sont, vous êtes tous uniques, vous allez créer votre parcours de retour en France qui est cohérent pour vous, qui va vous permettre à vous de vous réinstaller, de prendre vos marques, d'être heureux dans ce nouveau projet, et c'est ça le plus important. En tout cas, merci pour ces compléments. On a un peu élargi et je trouve que c'est un regard et c'est des aspects qui sont aussi intéressants. Je le dis souvent, mais le retour en France, on pourrait en parler des heures. Il y a C'est tellement de sujets que, en effet, Merci beaucoup Magali en tout cas pour l'accueil. Et puis moi j'ai été ravie de parler de cette expérience, de ce retour. Ça m'a aussi amené à beaucoup réfléchir hein, suite à ta proposition effectivement de participer au podcast. Et je pense que il faut qu'on ait tous conscience que ben on rentre mais on a aussi beaucoup de choses à apporter, même si des fois malheureusement c'est pas forcément encore reconnu à sa pleine valeur. Mais je pense qu'en étant accompagné par quelqu'un comme toi, ils auront la chance de pouvoir justement le mettre en valeur dans la meilleure des manières. et après, même si c'est pas forcément entendu par l'autre, des fois, ça vient de nous, parce que nous, on n'est pas capable de mettre des mots sur notre pouvoir qu'on peut offrir C'est vrai. dans ce retour. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un de neutre, parce que, comme tu le fais aussi, parce que c'est ça, en fait, la richesse de l'accompagnement, c'est en fait de déployer son plein potentiel, parce que ben, seul, en fait, on peut pas mettre des mots dessus, pas toujours, en tout cas. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, merci à toi, merci pour ton temps, pour ton partage. Merci de nous avoir expliqué en toute transparence comment toi, tu as vécu les choses et comment ton expatriation en Inde s'est passée. Voilà, merci à tous d'avoir écouté jusque-là, et puis merci de soutenir notre épisode et ravi de pouvoir vous aider et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!